228 personnes montent à bord de l'avion, un Airbus 330. Au-dessus de l'Atlantique, le vol Air France 447 à destination de Paris disparaît des écrans radars. Air France 447. Des automatismes tellement perfectionnés que depuis son lancement, 15 ans auparavant, aucun A330 n'est tombé. D'ailleurs, Airbus présente son avion comme indécrochable. Sur les vols long courriers, comme sur ce Rio-Paris, l'essentiel du voyage est entièrement automatisé. Les pilotes n'interviennent que dans les phases de décollage et d'atterrissage, soit environ 10 minutes sur un trajet total de 11 heures. La logique, c'était vraiment, je vais faire une série d'automatismes, on va dire, allez, pratiquement pour que cet avion puisse voler tout seul de Rio à Paris. L'être humain n'étant là que pour dire, eh bien, j'aimerais qu'il fasse ça à ce moment-là, ou lorsqu'il y a un incident grave ou quelque chose qui sort du quotidien, pour intervenir. Sérieux, bon pilote, bon manœuvrier. C'est un gars qui vraiment avait toute la confiance que l'on peut accorder à un commandant de bord. À 1h35, il a le dernier contact avec le contrôle aérien brésilien. Receive. Air France 447. Good evening. Level 350. Okay, Air France 447. Keep going at level 350. Bye-bye. À partir de là, l'avion se lance à l'assaut de l'immensité de l'océan. Oui, bien sûr, vous êtes seul au monde. Par exemple, lorsqu'on fait des vols transatlantiques, on reste des 3-4 heures sans pouvoir communiquer avec des moyens classiques de radio avec un contrôleur. La portée des radars est d'environ 400 km. Le vol Rio-Paris quitte la zone de couverture du radar brésilien et restera invisible pendant plus de 3 heures. Il devra réapparaître de l'autre côté de l'Atlantique, sur le radar de Dakar au Sénégal. Les avions sont sur des rails, ils sont sur des autoroutes qui sont tracées. Ils sont là où on les attend. Seulement, pour le vol Rio-Paris, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Au petit matin, le 1er juin 2009, le vol Air France 447 n'apparaît pas sur les radars sénégalais et ne répond pas aux appels radio. À 11h04, un avion brésilien décolle vers la dernière position connue du vol Rio-Paris. L'Airbus a signalé sa présence pour la dernière fois ici, dans la nuit, à 2h10. Il s'agit d'un point au milieu de nulle part, au-dessus de l'océan Atlantique. Devant les yeux des sauveteurs, aucune trace sur la surface de l'océan. À ce moment-là, l'Air France 447 ne peut plus être en vol, faute de carburant. Il a tout simplement disparu, avec 228 passagers à bord. Un avion qui disparaît, ça n'existe pas. À 1h44, l'avion passe l'équateur. Et on passe l'équateur. On passe l'équateur, t'as senti la basse? Ah oui. Le commandant est plutôt bienveillant. Ça me rappelle mes vols un peu. Je veux dire, bon, rien de... Vous savez, on est un peu dans la routine. Une routine qui ne va pas durer. À 1h45, l'avion approche une zone de turbulence. Je dirais qu'on va rentrer dans la couche devant. Ce serait bien de monter un peu là, non? On va attendre un peu, si ça passe. On va pas se laisser emmerder par des cumulus. Il se dirige vers quelque chose que nous appelons techniquement le front intertropical. Il s'agit de courants qui arrivent du nord pour l'hémisphère nord, du sud pour l'hémisphère sud. Les deux se rencontrent à un endroit où il y a des 35-40 degrés. Donc là, vous avez une espèce de barrière nuageuse qui monte, qu'on appelait toujours à l'époque d'Apostale le fameux poteau noir. Vous voulez l'éviter? Pas être facile, ce qui fait le tour de la Terre. Pas être facile du tout. Mais ce sont des nuages très ciblés. Certains font
1 kilomètre de diamètre. Donc qu'est-ce que vous faites? Quand vous les voyez marqués sur le radar, vous en voyez un bien actif. Passez à gauche, passez à droite. Parfois, ils montent tellement haut, vous êtes obligé de rentrer dedans. C'est justement le choix fait par les pilotes ce soir-là. L'avion continue sa route et va rencontrer un phénomène rare, les feux de Saint-Elme. À un moment donné, sur le pare-brise, vous voyez comme des espèces de petits éclairs dans tous les sens. C'est très rare, hein? C'est rare qu'on en voit, mais ça arrive parfois lorsque vous passez dans des nuages qui sont très chargés en électricité. Alors quand même, quand on voit ça, on rentre un peu la tête dans les épaules. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'orage, il y a la foudre est pas loin. Alors que la météo est exécrable, c'est le moment que choisit le commandant de bord pour aller se reposer. Ça va turbuler quand je vais aller me coucher. Nous sommes 15 minutes avant le crash. C'est le plus jeune des pilotes qui reste aux commandes de l'appareil. Il est 1h59 minutes. David Robert, le deuxième copilote, vient remplacer le commandant. Bien dormi? Moyen. Je suis somnolé en fait. T'as pas dormi? Il a dit moyen. Bon allez, je me casse. Ça va où? Ça va. Bon, les petites turbulences qu'on a eues tout à l'heure, on va retrouver ça dans la couche devant. Je vais les appeler à l'arrière pour leur dire. Ouais, Marilyn, c'est Pierre devant. Oui. Dis-moi, dans 2 minutes, on devrait passer une zone où ça devrait bouger un peu plus. Faudra vous méfier. D'accord, on s'assoit alors? Ouais, ce serait pas mal, ouais. Je te rappelle dès qu'on est sorti de là. Ok. Avec la nature, il faut faire avec et pas contre. C'est elle qui sera la plus forte. Donc, il va falloir, à un moment, pouvoir nous détourner. C'est ce qu'ils ont fait. À 2h09 minutes, le vol Air France 447 se détourne au dernier moment et ne parvient pas à éviter le cumulonimbus. Sur cette reconstitution faite par le Bureau d'enquête et d'analyse, on voit que tous les avions présents dans la zone cette nuit-là choisissent une autre trajectoire pour éviter le nuage. L'avion entre dans un nuage de grêle indétectable au radar. Les cristaux s'écrasent contre la carlingue. À 2h10 minutes et 5 secondes, le pilote automatique se déconnecte. J'ai les commandes. C'est rapide, hein, ça vient vite. Hein. Alors vous êtes... Tac, tout d'un coup, pouf. Voilà, à là. Donc il dit au pilote, démerdez-vous. Nous sommes à 4 minutes et 23 secondes du crash. C'est Cédric Bonin qui a les commandes de l'avion en mode manuel. Et le jeune homme ne comprend pas pourquoi le pilotage automatique s'est désenclenché. Ce qu'il ignore, c'est que les capteurs de vitesse de l'avion, ces 3 petits tubes métalliques appelés sondes pitot, ont été bouchés par des cristaux de glace. L'information de vitesse, elle est envoyée par ces fameuses sondes pitot. Ces sondes pitot, c'est un tube, l'air rentre dedans, plus vous allez vite, plus l'air appuie, et puis ça se transforme en une indication de vitesse. Je bouge ce tuyau. Le pilote automatique, lui, c'est un ordinateur. Il reçoit des informations, une vitesse qui dit 200, l'autre qui dit 80, lui, il sait plus. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je sais pas faire, il saute. Si le pilotage automatique a sauté, c'est donc qu'il y a un problème. Et les pilotes vont s'en apercevoir. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. On a perdu la vitesse alors? Ouais. La vitesse affichée sur le tableau de bord n'est pas la bonne. Et les pilotes ne comprennent pas pourquoi. D'autant qu'une alarme indiquant un dysfonctionnement des sondes pitot aurait dû se déclencher. Et c'est quoi l'alarme? Je vais vous dire exactement ce que c'est. Là, cette alarme, elle aurait dû indiquer nav ADR disagree, speed crosscheck. Ce qui veut dire problème de navigation, les centrales aérodynamiques ne sont pas d'accord, vérifiez vos vitesses. Et là, il n'y en a pas d'alarme.
que le pilote aux commandes ignore que certaines informations sur le tableau de bord sont fausses. À ce moment, devant ses yeux, l'altimètre indique que l'avion redescend de 400 pieds. Mais en réalité, il n'en est rien. Le pilote réagit, lui. Il tire sur le manche pour faire remonter l'avion. Le premier geste du pilote, c'est juste de remonter l'avion, puisqu'il descend. Et qu'il y a des avions au-dessus, en dessous, et que là, on doit rester à son niveau. Donc son premier geste, il est parfaitement compréhensible. Il tire sur le manche pour ramener l'avion à la bonne altitude. Les mauvaises informations données par les instruments vont avoir des conséquences dramatiques. Car le pilote tire tellement sur le manche que l'appareil va dépasser 11 500 mètres, l'altitude maximum à laquelle il peut voler. L'alarme stall, qui prévient que l'avion décroche, se déclenche. Stall, stall, stall.